Voilà, bonjour, bonjour Aurélien. Bonjour, Bonjour Stéphane. salut, ça va bien? Ouais, très bien. Alors, tu ouvres le bal de ces interviews Zoom que l'on va sûrement continuer par la suite, on verra bien. Donc, par rapport à l'ATH, par rapport à Ronheim Truchtersheim, il nous tenait à cœur de garder un lien avec le club, avec les supporters. Donc, tu as gentiment répondu à l'invitation et décidé d'ouvrir le bal sur cette interview. Donc, ben écoute, je vais moi te poser quelques questions par rapport à la situation actuelle, nous projeter sur la fin d'année, début d'année prochaine, et puis il y aura une petite partie ludique pour qu'on puisse faire un petit peu de lien avec tes joueuses. Comme ça fait maintenant un moment que tu es au club aussi, tu les connais bien, donc je me servirai de tes connaissances pour pouvoir ensuite te poser quelques questions sur elles. Déjà, comment tu vas? Comment tu vas, Aurélien, dans cette période actuelle? Ben ça va. On va pas mentir aux personnes qui vont nous suivre. On est mercredi 11, donc c'est un jour férié. Donc on profite de ce jour à la maison, en famille. Et puis on n'oublie pas qu'il y a des gens qui vivent un moment un peu plus compliqué que nous en ce moment. Donc on essaie de prendre soin de nous et de notre famille d'éviter le virus. Très bien. Par rapport à la dernière annonce qui est toute fraîche, hein, qui date de ce début de semaine, donc la Fédération française de handball qui a décidé de ne pas reconnaître le caractère professionnel de la D2 féminine. Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus sur ce caractère professionnel? Oui, la Fédération française de hand reconnaît un certain nombre de divisions comme étant des divisions dites professionnelles et avait assimilé la N1 masculine et la D2 féminine à ce statut-là. Euh, Aujourd'hui, ce statut semble nécessaire pour pouvoir passer outre les décisions gouvernementales sur le confinement et sur l'arrêt des activités sportives et avoir une dérogation. Donc les clubs de D2 avaient sollicité auprès du ministère via la fédération l'obtention de ce statut de division professionnelle, pas de club professionnel, mais de championnat professionnel. Et la fédération, après avoir porté ce dossier au ministère, est revenue hier et nous a communiqué l'information comme quoi on n'aurait pas ce statut. Donc les clubs de N1 garçons et les clubs de D2 rebasculent dans le statut amateur et donc seront traités à partir de maintenant dans le régime général des activités physiques, c'est-à-dire l'arrêt des championnats à minima pendant la période du confinement, donc à minima jusqu'au 1er décembre, en sachant que chez les filles, la période du mois de décembre est une période qui est consacrée aux compétitions internationales, donc ça repousse automatiquement une reprise de championnat de deuxième division au début janvier. Est-ce que tu t'attendais à cette décision ou est-ce que tu as été surpris par cette non-reconnaissance? Ni l'un ni l'autre, on a essayé évidemment qu'on l'espérait parce que les joueuses depuis le 10 octobre, date du dernier match à Rennes, ont continué à s'entraîner. On a préparé 5 matchs, 4 de championnat et un de Coupe de France, enfin 3 de championnat et 2 de Coupe de France qui n'ont pas eu lieu. Donc on était dans une routine de préparation d'événements qui n'avaient pas lieu. Et donc on avait besoin, on avait envie de pratiquer notre activité, notre métier. Donc c'est un peu perturbant d'imaginer qu'on va s'arrêter là pendant un mois et demi. Ça change un petit peu les plans parce on était en pleine période de préparation des matchs de championnat à Octeville et à La Rochelle et du match contre la Stella Saint-Maur qui était un match de report. Oui. Et puis il y a quelques joueuses chez nous qui préparent des compétitions internationales et des événements internationaux. Et donc ces joueuses-là, elles sont dans une grosse période d'entraînement en parallèle de l'entraînement club, ou en tout cas des échéances club. Donc ça nous perturbe parce que ça met presque complètement le club à l'arrêt. Après la partie amateur, ça met la partie un petit peu élite à l'arrêt. Et donc on n'a pas l'habitude, nous les professionnels du monde du sport, de se retrouver comme ça arrêtés pendant des périodes aussi importantes. Donc on n'est pas, on est un peu fataliste, on peut pas y faire grand chose. On peut simplement maintenant se préparer au mieux à croiser les doigts pour reprendre au mois de janvier.
Bah écoute, tu as fait tout à fait le lien par rapport à cette période-là. Comme tu disais, il y a une grosse période de préparation puisqu'il y a Christina, Karine et Awa qui sont donc en préparation donc sur ces échéances décembre et début d'année. Quelle solution tu vas pouvoir avoir pour maintenir ce groupe-là dans une préparation quand même qui est sur un mois de janvier qui, si tout redémarre normalement, au jour où on se parle, va être janvier, février. J'ai regardé, on est susceptible, la TH est susceptible de redémarrer début janvier, puisque la Coupe de France a été abandonnée pour ces clubs de D2. Donc, vous allez concerner uniquement par le rattrapage des matchs en retard et les matchs qui étaient déjà programmés. Si je regarde le report des matchs plus ceux qui étaient déjà programmés, on est sur 8 matchs en 2 mois, avec pratiquement un match toutes les semaines, des déplacements, une alternance déplacement-domicile. Donc on sait qu'il y a toujours aussi cette période de déplacement-domicile qui sont à gérer sur 1 ou 2 jours avant et 1 ou 2 jours après. Quelle solution tu vas pouvoir avoir pour maintenir ces équipes et surtout cette équipe et surtout la différence entre celles qui préparent quelque chose sur ce mois de décembre-janvier et puis celles qui vont vraiment n'être mobilisées qu'au mois de janvier-février si tout se passe normalement. Tu t'en as bien parlé, il y a vraiment deux statuts différents. Le premier statut, il concerne les joueuses qui ont des échéances à très court terme, puisque normalement, Kristina avec la République tchèque et Karine avec la Slovaquie partent dès le 22 novembre rejoindre leur équipe nationale. Awa, c'est à peine plus tard, c'est le 10 décembre avec le Sénégal. Mais la première chose pour nous, c'est de permettre à ces joueuses-là de ne pas avoir de rupture d'entraînement et donc de pouvoir continuer à s'entraîner physiquement, mais aussi handballistiquement. Donc ça se fera, pour le moment, on ne sait pas encore dans quelle mesure ça se fera ici à Strasbourg en Alsace ou si ça se fera dans leur pays respectif avec leur équipe nationale. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse continuer à leur permettre de s'entraîner et de se préparer. Et puis après, il y a tout le groupe, le reste du groupe qui, lui, va prévoir une reprise début janvier que tu as bien qualifiée, qui est une reprise sportive, très très sportive, voire même démentielle, puisqu'il nous reste logiquement 19 matchs à jouer, voire 11 si on s'arrête que sur la première phase. Donc ce groupe-là, il faut qu'on soit capable de le préparer à être en pleine forme début janvier. Et je crois que la priorité des priorités, c'est évidemment que tout le monde soit en bonne santé physique, mentale, pour aborder ces échéances-là début janvier. La partie purement handball, nous là on va être normalement bloqué jusqu'au mois de décembre, mais on sait qu'on a des joueuses qui sont capables de se la réapproprier assez vite. Et donc on va surtout se concentrer sur le fait que physiquement, nos joueuses seront capables d'enchaîner toutes ces échéances-là sur janvier, février, mars, voire jusqu'au mois de juin. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, vous n'avez plus, par rapport à cette non-reconnaissance du caractère professionnel, accès à des salles pour pouvoir vous entraîner. Ouais, on est obligé d'abandonner certains partenariats, notamment avec des salles de sport. On travaille avec une enseigne qui s'appelle Fitness Park et qui aujourd'hui ne peut plus nous accueillir parce qu'elle est fermée, donc ça nous perturbe. On a l'habitude des fois d'aller au Krebs à Strasbourg pour travailler avec le pôle sport garçon, et donc on est aussi dans un fonctionnement un petit peu particulier en cette période parce que l'accès au Krebs est compliqué. Donc voilà, tout est vraiment tout est vraiment compliqué parce que tout change dans la préparation millimétrée des sportifs qu'on a l'habitude d'avoir. Ce qui veut dire de toute façon que s'il y a une reprise début janvier, comme ça peut être le plus près, il y aura un mois de décembre qui sera, si vous avez de nouveau accès à ces salles-là, qui sera assez chargé, qui permettra de réathlétiser tout le monde pour pouvoir démarrer au mieux au mois de janvier ou avec un groupe le plus performant possible, avec tout de suite des échéances qui vont être sportives malgré tout importantes. Oui, de toute façon, il faudra se préparer parce que la D2 est un championnat singulier mais exigeant, avec une densité d'équipes qui est vraiment importante et des équipes qui sont proches les unes des autres. Donc, il faudra vraiment qu'on soit capable de se préparer pour l'équipe de deuxième division, mais aussi de manière plus globale pour l'équipe Espoir aussi, qui évolue en troisième division et qui devrait aussi reprendre au mois de janvier. Donc, il y a toute une gestion de l'obtention des objectifs sportifs à avoir, qui est un vrai travail du staff actuellement.
Comment tu avais jugé le début de saison de ton équipe, Aurélien, par rapport à ces deux matchs? Donc, je rappelle deux victoires à l'extérieur, à Sambre, à Viennois et à Rennes, et une défaite donc contre Noisy, Noisy-le-Grand, trois matchs, donc deux victoires à l'extérieur et une défaite à domicile. Tu avais trouvé ton groupe sur ces trois premiers matchs, comment? Bah, on a dégagé beaucoup de caractère à l'extérieur, aller s'imposer à Sambre-Avenois et aller s'imposer à Rennes. C'est vraiment deux performances importantes euh, qui nous permettent aujourd'hui d'occuper une place vraiment intéressante dans le championnat. C'est dommage qu'on soit passé à côté du match à la maison contre Noisy-le-Grand. On est tombé sur une équipe de Noisy-le-Grand qui avait vraiment l'envie de bien faire. Et nous, on est passé un petit peu à côté de l'événement, en tout cas de notre dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure, oui. Et ça gâche un petit peu ce début de championnat parce que les joueuses ont vraiment fait un effort depuis le début de la préparation pour vivre une année intéressante en termes de résultats sportifs, et on avait la possibilité d'être très très bien placé si on avait pu gagner Noisy. Maintenant, les matchs sont joués, on a essayé de tirer un petit peu les leçons de cette défaite contre Noisy. On a très bien réagi à Rennes avec une première mi-temps assez exceptionnelle, notamment sur l'aspect défensif, et donc on va dire qu'on a un petit peu rattrapé notre erreur à la maison. Très bien. Par rapport à aussi, donc tu es à la TH depuis 2014. On parlait du caractère non professionnel. Depuis 2014, est-ce que tu as vu ton club, le club de l'ATH, évoluer? Maintenant, c'est la 7e année. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu sens capable, le club tout à fait capable de passer cette période de confinement, ce deuxième arrêt, quel que soit ce qui sera pris comme décision au mois de janvier? En quoi tu as des bonnes espérances pour ton club de passer cette période-là et de pouvoir justement aussi capitaliser ces deux victoires et une défaite? Parce que si un championnat s'arrête aujourd'hui, par exemple, il y a aussi déjà des résultats qui ont été réalisés. Est-ce que tu penses que ton club a aujourd'hui la connaissance de cette division et la structure pour pouvoir bien encaisser ce confinement et pouvoir rebondir en début d'année? Oui, on le croit. En tout cas, les équipes dirigeantes travaillent dans ce sens-là. La première chose, c'est évidemment il faut s'accorder sur le fait que l'ATH de 2020 et l'ATH de 2014 sont deux clubs qui sont complètement différents. Parce que ce travail de structuration, de professionnalisation de la partie sportive, mais aussi de la partie administrative, c'est un travail qui a été engagé à l'époque par David Cochin, puis par Laurent Astier aujourd'hui, et qui porte ses fruits. C'est-à-dire que en termes de budget, de compétences humaines et de salariés, en termes de potentiel joueuses, les deux clubs n'ont plus rien à voir. Et je crois que la division elle-même n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, en 2014, le club descendait de deuxième division vers la troisième division. On a mis 4 ans pour remonter. Et on a retrouvé une deuxième division beaucoup plus dense, avec des équipes solides un peu partout, des très bonnes joueuses, des très bons staffs. Donc voilà, il y a une division qui progresse, et nous, je crois qu'on a essayé de trouver notre place dans cette division. Et pour continuer dans cette réflexion-là, je crois qu'on a engagé maintenant, il y a un peu plus de 12 mois, tout un processus intellectuel et de structuration qui doit nous sortir, qui doit permettre à l'ATH de sortir de la dépendance à l'aspect sportif et de se construire aussi sur toute la partie associative, administrative, événementielle, marketing, communication, digitale, qui doit nous permettre de pallier justement les moments où le sportif irait peut-être, j'espère pas, mais irait peut-être un peu moins bien. Donc, on travaille dans ce sens-là pour renforcer la base complètement de notre club, notamment sur la partie associative. Et donc, on a bon espoir que cette réflexion et ces actions qui nous amènent à avoir une offre un petit peu plus globale nous permettent de passer cette période un peu compliquée sur l'aspect sportif de manière sereine, même si on sera toujours dépendant du soutien de nos partenaires, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, du fait que les licenciés reviennent s'inscrire dans notre club, et surtout le fait qu'on continue à
à s'associer et qui ont continué à vivre autour de la pratique du handball, parce que c'est quand même notre cœur de métier, entre guillemets, c'est d'associer des gens autour de la pratique du handball, quel que soit le niveau, quelle que soit la pratique elle-même, mais autour du handball. Tout à fait, tout à fait. Et puis le principal, c'est que cette période permette aussi à tout le monde d'aller bien, que les choses ne se propagent pas et qu'on puisse repartir sur des bases saines. Et c'est vrai qu'à tout arrêt, il y a ça un enseignement à tenir aussi du premier confinement. Je pense qu'on a maintenant l'expérience du premier confinement malheureusement et on vivra peut-être différemment ce confinement-ci et ça nous permettra de franchir une étape supplémentaire. Écoute, je vais vraiment, on va passer sur une partie un peu plus ludique. Par rapport à tes joueuses, puisqu'on a parlé de ce contexte professionnel et puis de tes résultats. Ton équipe de cette année, donc tu as eu combien de mouvements par rapport à l'an dernier? Tu as eu combien de départs, combien d'arrivées? On a eu 4 départs et 3 arrivées. 3 arrivées, d'accord. Sur Donc l'équipe première. tu connais plutôt bien tes joueuses, tu connais aussi les à côté. Donc je vais un petit peu te poser des questions parce que on ira aussi, on ira les voir sûrement pendant ce confinement. Et voilà, on va demander au coach de se lâcher un peu et puis de nous donner un peu de dossier sur tes filles. Alors, si tu devrais définir la plus ponctuelle, celle qui est vraiment tout le temps. Alors, j'ai vu qu'il y a un petit jeu. Hein. Je crois que, alors oui, effectivement, il y a une caisse noire, donc il y a des archives qu'on pourrait sortir, mais je crois qu'il y a pas photo et le titre revient à Kristina Mika-Salchakova, qui est même la plus en avance, plutôt que la plus ponctuelle, c'est celle qui est la plus en avance. Quand on arrive en situation d'entraînement, elle a déjà fait tout ou partie de l'entraînement parce qu'elle a travaillé individuellement avant. Okay. Donc, sans discussion aucune, Kristina Mika-Salchakova. D'accord. La plus en retard, celle qui est vraiment tout le temps limite fil du rasoir. Il y en a qui ont des excuses parce qu'elles travaillent et il y en a qui ont un petit peu moins. Il y en a qui ont un petit peu moins d'excuses. C'est compliqué, mais je dirais qu'Awa ou Dalila doivent se bagarrer pour je dirais presque Awa, à mon avis, pour celle qui est la plus en retard. Ok. Alors, j'ai vu dans les premiers temps où maintenant je suis venu à ce palais des sports, qu'il y avait un petit rituel au niveau de la coupe de cheveux, hein, beaucoup de gel. J'ai été très surpris de voir les filles mettre du gel avant le match. Moi, je connaissais pas, je connaissais un petit peu, mais alors le gel avant le match, là, j'ai été surpris. La plus stylée, vraiment celle qui reste tout le temps impeccable, coupe de cheveux pendant les matchs, en dehors, toujours un petit peu, dans le move de la mode. C'est compliqué. Encore une fois, c'est compliqué là de faire le tour, mais je crois que celle qui a le plus de style, notamment quand elle repart de l'entraînement, c'est Marie-François. Ok, Marie-François. La plus superstitieuse. La plus superstitieuse, c'est une bonne question. Je dirais que les gardiennes doivent forcément en avoir un petit peu de superstition, notamment sur la couleur des maillots qu'elles veulent en début de match. Elles se bagarrent pour avoir des couleurs de maillots qui leur rappellent des bons souvenirs. Donc, je dirais les gardiennes, Margot et Tiffany. Margot et Tiffany, ok. Celle qui chante le plus dans le vestiaire, en dehors, qui chante tout le temps. Vous êtes limite en train de lui dire, écoute, arrête de chanter, c'est bon. Vraiment celle qui chante tout le temps. Je crois que, enfin, je suis sûr même, Anna Segan qui nous a rejoint cet été m'a surprise sur la culture musicale et sur sa gestion de la playlist, même s'il n'y a pas que des bons choix. Ça marche. La plus motivée en déplacement, celle vraiment qui adore jouer à l'extérieur, dès le début le départ en bus, le départ, le rendez-vous, elle est vraiment toujours au taquet quand il faut partir. Quand on part en bus tôt le matin, il y a peu de joueuses qui sont très motivées. C'est pour ça que j'ai posé la question, tu penses bien. C'est celle qui a un potentiel énergétique important et qu'on entend beaucoup, c'est souvent Mathilde Ziegler. Oui, Mathilde. C'est vrai que Mathilde, j'aime bien le potentiel. La plus geek, celle qui est vraiment la plus accro au réseau. Tout le temps avec son téléphone, tout le temps Insta, tout le temps Facebook, tout le temps.
Je vais avoir beaucoup de mal à te le donner Bah parce oui. que, mais je dirais peut-être Margot Sintra parce que c'est aussi son métier sur la communication et que c'est aussi parce que c'est elle qui gère la page Instagram de D'accord. ATH Handball, ATH-Handball d'ailleurs, et donc je dirais Margot Sintra. Margot Simple. Ok. La plus grosse dormeuse. Ou toutes. Elle est toute. Toutes sans discussion, mais Awa Diop, Ah, Awa. Awa Diop, à mon avis, tient la palme. Deuxième nomination pour Awa. Il reste encore 3-4 questions. La plus bavarde. Awa. Le plus bavard, Frédéric Ah. Fritschmann, mon adjoint. Le plus bavard. Allez, ça marche. La plus râleuse. Celle à l'entraînement, à chaque fois que tu expliques quelque chose, de temps en temps, tu vois le petit ah non. Les capitaines, Manon et Merlin et Dalila Abdesselam. Allez, les capitaines. Comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Au niveau des langues étrangères, allez, il en reste deux. Au niveau des langues étrangères, les filles internationales qui parlent le mieux le français. Christina et Luciana parlent très bien le français, les deux. D'accord. L'anglais reste une langue commune à l'équipe de temps en temps? Non, le français est Non, la le langue. français? Ouais, tout le monde parle français. Ok, Et quand je m'aventure à vouloir donner des consignes en anglais, personne ne me comprend, donc je reviens au français rapidement. très bien. Et la mascotte du vestiaire, parce que je sais qu'en hand, il y a toujours une mascotte, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient toujours un petit peu sur le même. Alors c'est souvent très gentil, hein, chez nous, voilà, dans les clubs autres, il y a toujours une mascotte. Est-ce qu'il y a une mascotte dans le vestiaire aujourd'hui? Non, Est-ce il n'y que a pas non, il y a pas de mascotte chez nous. On essaie non, de confier un peu des responsabilités à tout le monde. Alors des fois, il y a la mascotte, c'est souvent celle qui a fait oui, la petite erreur la- sur le match match. précédent ou la petite bêtise Mhm. technique, tactique sur ce qu'on appelle la piraterie La piraterie, oui. sur le match précédent. D'accord. Bon, bah ça va. Donc ça tourne. Ça tourne. C'est pas quelque chose qui est fixe. Très bien. Eh bien, écoute, Aurélien, on en a terminé de cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot en direction des partenaires, des bénévoles, des supporters? Voilà, si tu as une dernière petite chose à leur partager. Non, pour ceux qui sont en train de souffrir actuellement économiquement, en termes de santé, etc., on pense à vous. Et puis on reste à la disposition des gens. On a envie de maintenir ce lien qui fait le bonheur d'une association, c'est-à-dire la capacité à se réunir autour d'eux. Donc on est là, on va continuer à travailler, nous, pour revenir encore plus fort et on espère pouvoir retrouver nos partenaires publics, privés, mais aussi les licenciés, les supporters, quand on aura le droit de reprendre en bonne forme. Très bien. Eh bien, écoute, tu as, tu as tout dit, tu as eu le mot de la fin. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité aujourd'hui. Et puis, je te souhaite bon courage, bonne continuation dans toutes tes démarches et dans ton action et que vous puissiez effectivement passer ces quelques jours et ces semaines qui arrivent au mieux. Et je te dis à très bientôt, Aurélien. Merci Stéphane, merci pour ton initiative. J'espère que c'est un programme qui va durer à l'ATH. Je le souhaite. Bonne journée à toi. Salut. À bientôt. Salut.